Pas besoin de converser pour éventuellement extrapoler sur des philosophies surjouées, d'un goût amer copié-collé. Je viens si tu veux bien m'inviter, ou bien je t'appelle pour la même idée. Dans l'entremise de t'emmener, te faire la cour, sans en jouer. Non, rien d'autre à rajouter, à part le fait d'avoir des principes. La grande braderie d'une époque, elle brade un certain type d'individus. Les comportements de ceux qui n'adhèrent pas. La colle, chez eux, ne prend pas. Ils dictatent contre l'homme instinctif, qui ne trouve pas sa place. C'est une époque morale et dangereuse. Mais l'instinct est plus dangereux pour ces hommes-là, qui aiment déborder. Et le paradoxe, la franchise devenue acte de délinquance, comme les blagues de Coluche. Tu dis ça maintenant, t'es mort. À l'Est, la nostalgie du goulag. Après la chute du mur de Berlin, vendre la peau du communisme, de Solzhenitsyn à Lénine, de l'électricité pas chère, et les 8 millions de morts à moins 40 degrés, contre la liberté d'expression. Il disait amer, c'était mieux avant. Là, je suis tombé de haut. Ah, le mur. Et puis aussi, il faut le dire, tant que l'on peut l'ouvrir, après, ce sera camisole ou arrêt cardiaque, mort subite, avec leur loi pour nous faire chier, le politiquement correct aseptisé. Le franc, c'est la franchise. À l'opposé, de l'hypocrisie et la perfidie. L'identité nationale à bon dos, hommage au dernier peuple vivant, Forza Italia, le romanesque de la vie. Là, comme un clergyman, non merci. Au lieu de consommer, alimentons le roman de la vie. J'évite les girouettes papier glacé. Tu fais des choses contre le goût des gens. Tu fermes la boutique. Plus personne ne veut prendre des risques. C'est trop risqué de ne pas mettre de l'eau dans son vin. Être poète n'empêche pas d'être réaliste. Après-guerre, beaucoup, nombreux, les partisans du communisme, hommes et femmes, ont eu un goût amer. Même Yves Montand a déchanté. Après la guerre, on voulait oublier la guerre. Les gens voulaient oublier. Ils ne voulaient surtout pas que les enfants souffrent, ils ne voulaient surtout pas que les enfants sachent. Il a fallu attendre les années 60, fin 60, c'est Lanzmann, avec ses films qui ont commencé à ouvrir. Voilà. Oui, il faut mettre sur le tapis, vaut mieux oublier. Pendant la guerre, beaucoup ont collaboré, du télégraphiste au juge. Après la guerre, tous les hauts fonctionnaires sont restés au gouvernement, car le général de Gaulle aurait dû renvoyer tout le monde, ou mettre tous ces gens-là, ces collabos, en prison. Tout le monde était résistant à la fin de la guerre. Évidemment. De Pétain à Vichy, et de Mitterrand à l'Élysée. Lorsqu'un fameux président de la République française se dit que ce pays est trop petit pour lui, au point de vouloir le sacrifier pour ses ambitions non personnelles, puisqu'il n'est que le laquais aux ordres de ses maîtres, de l'idéologie européenne mortifère va-t-en-guerre. Je dis que notre chère patrie, la France, est bien trop grande. Notre nation, notre pays est trop grand pour lui. Il s'imagine un jour président de l'Union européenne, alors qu'elle n'existe pas.
étant donné qu'elle n'est pas et ne sera jamais un empire de 1000 ans, comme le voulait, en rêvait Adolf Hitler. Adolf Hitler. N'oublions jamais, la bête est de retour. N'oublions jamais. N'oublions jamais, jamais, jamais plus. Non, il ne s'agit pas de faire de politique pour qui que ce soit. Le but est quand même de savoir reconnaître ceux qui ont œuvré pour la libération. Et non, ce n'est pas seulement les Américains qui ont débarqué sur les plages de Normandie qui ont libéré la France. Non, pas seulement. Bien sûr, sans faire d'apologie et sans faire de reconnaissance contre le tyran Staline, il faut reconnaître que l'URSS a participé activement à la libération de la France. Et aussi tous les groupes de résistance française et en partie les communistes français comme le groupe Manouchian qui monte un groupe de combattants qui sont intégrés aux francs-tireurs et partisans FTP, un mouvement de résistance communiste avec son groupe constitué de 22 hommes et d'une femme, tous étrangers. Ils réalisent plus d'une trentaine d'opérations de résistance en tout genre dans la région parisienne. À l'âge de 16 ans, en même temps que son père et son frère aîné, il rejoint les francs-tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrée, FTP-MOI. Léon Landini, gloire à toi. Non, nous salirons pas la mémoire de nos frères d'âme, de nos résistants. Non, nous ferons pas ça. Non, nous ferons pas partie de ce mouvement délétère et nauséabonde, mortifère. Oui, nous devons rendre hommage à tous nos résistants. Manouchian n'était pas seulement un résistant étranger, Manouchian n'était pas seulement un résistant arménien, Manouchian était un résistant communiste. Eh bien, évidemment, ils l'ont effacé, ils ont dit les résistants arméniens. Mais d'où qu'ils viennent, qu'importe, qu'ils soient arméniens ou portugais, hein, l'important, c'est de dire les choses. C'était un résistant communiste, point. Et Léon Landini, qui n'a pas eu les honneurs d'être reçu par le président de la République française Emmanuel Macron, pour les hommages au groupe Manouchian, les résistants communistes, non, Léon Landini n'a pas eu l'honneur d'être reçu à l'hommage rendu aux Manouchian. Non, Léon Landini n'a pas été honorifié. Non, Léon Landini n'a pas reçu d'hommage. Non, Léon Landini n'a pas reçu d'invitation. Non, il a été mis de côté, laissé dans les oubliettes, même dans les poubelles de l'histoire. C'est une honte, c'est inadmissible, c'est une infamie. Léon Landini est un grand résistant français.
engagé dans la résistance pendant l'occupation allemande, Léon Landini. Oui, il était communiste, comme Manouchian. D'ailleurs, on n'a pas précisé que Manouchian était communiste. On a seulement dit les résistants Manouchian. Eh ben, il faut dire que les résistants Manouchian étaient des communistes. Et il faut l'assumer. Les communistes, pendant la guerre 39-45, ont résisté contre l'occupation allemande, comme Léon Landini, qui n'a pas été reçu par le président de la République. En l'hommage au groupe de résistants communistes Manouchian, Léon Landini n'a pas eu cet honneur. Il a reçu seulement une non-réponse de la part de l'administration française, du gouvernement, de l'Élysée, du président de la République. Il a écrit, il a demandé à être reçu, à pouvoir participer. Il n'a jamais reçu de courrier, jamais on l'a contacté et jamais il a été invité. Léon Landini quittera cette terre sans avoir été honorifié, sans avoir été reconnu comme être un patriote résistant français pendant la guerre 39-45. Honte à la France! D'abord, commençons avec l'arrivée du fascisme en Italie. Il craignait une arrestation et une expulsion à ses activités politiques et syndicales. Alors il décida avec sa famille de quitter la Meurthe-et-Moselle. Ils partirent tous s'installer au Muy dans le Var. Une importante colonie de réfugiés antifascistes italiens venant de sa région et pour certains venant même de son village.
la journée, il écrit des lettres, aux gens du gouvernement le plus souvent. C'est à propos de l'époque où il faisait de la résistance. Et pas n'importe laquelle, hein, la plus dure. Parce qu'il y avait ceux qui faisaient du renseignement, ceux qui tiraient la langue dans le dos des nazis quand ils passaient. Lui, il était en guerrier urbaine. Et prenez votre café tranquille et vous vous sucrez comme vous voulez. Il se baladait en ville avec une équipe de 7 gars, mitraillette à la main, à la recherche d'un soldat SS pour le descendre. Le responsable du commando secret qu'il avait accueilli à l'époque l'avait prévenu. C'est 1 à 3 mois d'espérance de vie. Léon, il s'est fait choper au bout de 2 mois. Où on avait tous peur, moi y compris. Et moi je ne le montrais pas. Moi je faisais un peu le bravache, qui n'a peur de rien, mais j'avais les mains qui faisaient ça. C'est là que Barbie est venu me voir. Donc Klaus Barbie... Il m'a souffleté, il m'a dit de donner le nom de mes copains. J'ai dit moi j'ai pas de copains. Et il a vu un gamin, il a dit bon avec quelques gifles il va parler. Et puis j'ai pas dit un mot. Klaus Barbie, c'était un chef de section de policiers allemand. Il l'appelait le boucher de Lyon. Le nez écrasé, les couilles écrasées. J'avais une cloison nasale qui pendait ici. Mais à coups de poing, un coup de pied, j'étais par terre, des coups de pied dans les côtes, dans les couilles. Il y en avait 2 qui me tenaient. Un d'un côté, les jambes écartées, et l'autre qui tirait les coups de pied dans les couilles au milieu. Dans les testicules, pardon. Quelle confiance aviez-vous dans la population civile pour vous protéger? Eh bien, quelques jours avant le débarquement, les Anglais avaient bombardé la banlieue de Lyon et Pétain était venu et des dizaines de milliers de personnes qui applaudissaient Pétain dans les rues et partout. Comment pouvions-nous faire confiance à ces gens-là? Où est-ce qu'ils sont passés ces gens-là après la libération? Ils étaient tous résistants. Alors quelle confiance?